Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Merci pour votre présence, merci pour votre intérêt. Alors, certains d'entre vous me reconnaissez peut-être. Je suis Olfa Amine, directrice du Centre de formation pour la division Québec de l'IFTO. Certains me reconnaissent parce que ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille pour l'IFTO et j'ai même reconnu, je pense, certains noms. Donc, j'ai probablement travaillé avec ou collaboré avec certains d'entre vous aujourd'hui qui êtes présents. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question des ressources humaines et plus exactement, nous allons voir comment le département des ressources humaines et les intervenants en santé-sécurité, comment une bonne collaboration entre ces deux intervenants peut vous aider à améliorer le fonctionnement de vos entrepôts, de votre environnement de travail. Pour ça, aujourd'hui, nous avons convié notre partenaire Marie-Claude Pichet. Marie-Claude est conseillère et formatrice agréée. Elle est aussi inscrite à l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec. Elle est diplômée en relations publiques et en éducation aux adultes. Alors, bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Olfa, bonjour à tous. Alors, Marie-Claude, donc tu as commencé ta carrière, je pense qu'on ne me voit pas. Est-ce que tu me vois? Je ne te vois pas, mais j'ai eu le même problème de connexion, alors je m'excuse pour le petit retard. J'ai dû me déconnecter et revenir sur la scène. Ah, il faut se déconnecter. Alors, je vais me déconnecter et revenir. Désolée pour les petits problèmes techniques. Voilà, je pense qu'on me voit maintenant. Oui. Alors, rebonjour Marie-Claude, et puis rebonjour à vous tous. Donc, peut-être maintenant, vous allez pouvoir me reconnaître avec la caméra ouverte, ce sera beaucoup plus facile. Donc, comme je le disais, directrice du département de la formation pour la division l'IFTO Québec. Et nous accueillons donc aujourd'hui Marie-Claude. Alors, Marie-Claude a travaillé d'abord dans l'organisation d'événements d'envergure, des événements pour des organismes comme Bombardier, comme Belle Mobilité ou encore l'Agence spatiale canadienne. Par la suite, au cours de sa carrière, Marie-Claude s'est très vite orientée vers les ressources humaines et plus exactement vers la gestion des ressources humaines. Marie-Claude, tu t'es spécialisée en santé sécurité au travail pour essayer d'outiller les gestionnaires à trouver des solutions plus efficaces pour l'organisation des entrepôts, la performance et surtout pour réduire les accidents, les risques d'accidents. Donc, travailler sur la prévention. Marie-Claude, tu es une personne, on se connaît depuis longtemps, une personne qui croit fermement en la qualité humaine, en l'être humain et aux compétences des êtres humains et ce que cela peut apporter à une organisation. Alors, tout au long de ta carrière, je crois qu'on peut dire facilement que tu as continué à enrichir les compétences, en fait, en aller chercher des stratégies pour les gestionnaires dans les entreprises, des stratégies qui s'adressent aussi bien à des personnes des ressources humaines, des personnes de la production, de la direction, pour mieux les aider à atteindre leurs objectifs en matière de prévention et surtout pour atteindre les normes en CNESST. Tout au long de cette présentation aujourd'hui, je vous encourage à poser vos questions. On va se garder un laps de temps à la fin de la rencontre pour répondre à un maximum de vos questions. Si toutefois, nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, on le fera ultérieurement. Ne vous inquiétez pas. Marie-Claude prendra le temps de vous contacter individuellement et répondre à vos questions. Aussi, pour être le plus proche possible de la réalité et de votre réalité, Marie-Claude va vous poser quelques questions sous forme de sondage. Je pense que ça se trouve en haut à droite de votre écran. Des petites questions simples, mais qui vont nous aider à savoir qui est présent aujourd'hui. Et puis, on donnera les réponses au fur et à mesure que l'on a les réponses de tout le monde. C'est aussi évident que ça. Alors, sans plus tarder, Marie-Claude, je te laisse la parole. Bien, merci Olfa. Bonjour à tous. Mon souhait, ce serait de pouvoir vous regarder en face. Mais écoutez, pour débuter,
pour apprendre un petit peu mieux vous connaître, je vais vous lancer quelques questions d'entrée de jeu. Alors, la première est à savoir un petit peu dans quel type d'organisation est-ce que vous travaillez. Alors, si vous regardez à votre droite, si vous êtes sur un ordinateur, donc où c'est écrit sondage, si vous êtes sur un cellulaire, je crois que vous allez devoir glisser votre doigt pour changer la page pour le trouver. Alors, la première question est simplement à savoir dans quel type d'organisation est-ce que vous travaillez. Donc, la petite entreprise, moyenne entreprise ou grande entreprise pour me permettre d'avoir votre portrait. Alors, Marie-Claude, je dirais qu'une majorité de nos participants aujourd'hui travaillent pour des petites entreprises avec 38%. Mais ça se vaut pas mal. On a 29% pour les moyennes entreprises et 33% pour les grandes entreprises. Excellent, excellent, merci. Et ma deuxième question pour vous, donc, est de savoir, y a-t-il une personne chargée des ressources humaines au sein de votre entreprise? Alors, bien souvent, dans nos dernières années, on a eu les effets également, là, surtout dans la petite moyenne entreprise, où on n'a pas vraiment une personne en ressources humaines. Plusieurs personnes doivent prendre ce chapeau-là. Alors, je vous lance la question. Majorité avec 95% des répondants. Ça change un petit peu, 90% répondent oui. Effectivement, ils ont une personne ressource pour les ressources humaines. Bien, bien, on a besoin des gens en ressources humaines, surtout pour motiver. Alors, je vais tenter de vous donner le maximum de ce que je peux aujourd'hui. Et avant de commencer, encore une fois, donc, quelle est votre fonction au sein de l'organisation? Alors, vous avez comme 5 catégories. Désolée si je n'ai pas pensé à tout. On n'a pas assez de place. Mais êtes-vous un superviseur d'équipe, directeur d'entrepôt, directeur aux opérations, responsable ou conseiller en ressources humaines, responsable ou représentant SST? Alors, on va laisser quelques secondes aux répondants. Je dirais qu'on a une majorité de personnes qui sont responsables en fait des ressources humaines. On a aussi pas mal, ça commence à être pas mal équivalent de personnes représentant la santé et sécurité au travail dans leur milieu. Et quelques directeurs d'opérations et directeurs ou directrices d'entrepôt, Marie-Claude. Merci, Olfa. On fait une belle équipe. Alors, merci, ça me permet de vous connaître un petit peu mieux. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'au cours des dernières décennies, on voit que les défis et les enjeux qui se présentent pour les employeurs, le visage a beaucoup changé. Donc, pourquoi? Il faut comprendre cette base-là pour être en mesure de faire des bons choix par la suite et de s'adapter. Le fameux mot s'adapter qui est si difficile à faire à toutes les sauces, mais on doit s'adapter parce qu'en ce moment, on est face à une pénurie de main-d'œuvre et je suis persuadée que la majorité d'entre vous avaient des défis à ce niveau-là. Donc, fut un certain temps, on avait de la difficulté à trouver certains spécialistes dans certains domaines. Maintenant, la pénurie de main-d'œuvre, elle est à tous les niveaux, ou presque. La formation des employés aussi est devenue beaucoup plus complexe qu'il y a quelques années. Alors, on pouvait accueillir des employés, leur montrer un peu leur station de travail, leur montrer un peu comment fonctionne l'équipement, la machinerie, puis dire, bon, ben vas-y, au besoin, on va te faire signe et on va te dire qu'est-ce qui se passe. Maintenant, avec toutes les règles de santé, sécurité, avec toutes les normes qui ont changé, avec également l'intégration de milieux culturels variés. Alors, on est face à différentes visages de personnes qui proviennent de différentes cultures. Donc, on n'a pas les mêmes points de repère. Ça complexifie parfois la communication, l'échange et les ententes. Et également, donc, le changement de comportement des nouvelles générations. Alors, cette nouvelle génération qui apporte un grand plus dans notre société, mais en même temps, peut-être est assez loin de la réalité, si on veut, de l'époque des baby boomers, par exemple. Alors, tout ça
fait en sorte qu'il y a il y a des changements majeurs qui s'opèrent en ce moment et qui apportent des défis d'enjeux aux entreprises. Je vous lance une autre question. Donc, est-ce que vous faites face à des problèmes de diversité culturelle au sein de votre organisation? Donc, on vient d'en parler. J'aimerais savoir lesquels font face à ça. Est-ce qu'on a un petit résultat, Olfa? On a quand même près de 40% de personnes qui disent avoir rencontré ou rencontrent actuellement des difficultés face à la diversité culturelle, effectivement. Merci. Et l'autre question, est-ce que vous faites face à des problèmes de motivation face à la nouvelle génération? Donc, je vous laisse le temps de répondre quand même. De manière générale, les résultats s'enlignent pour le non, mais il y a quand même 40% de personnes qui rencontrent des problèmes de motivation. Donc, ce n'est pas généralisé, mais ça reste quand même un pourcentage assez important pour le prendre en considération. Parfait, parfait, merci. Et merci de votre participation chacun. Ça nous permet une certaine interaction dans ce webinaire. Écoutez, je vous présente rapidement la pyramide de Maslow que vous connaissez probablement tous. Simplement pour faire un court rappel, on a tous besoin de rencontrer, de répondre à des besoins primaires qui peuvent être élucidés finalement de différentes façons. J'aime bien utiliser celle de Maslow parce que c'est une référence rapide et connue. Donc, nos premiers besoins, nos besoins de base, comme vous savez, sont vraiment de type physiologique et sécurité. Alors, j'ai besoin de manger, de me nourrir, de dormir et de mettre un toit sur ma tête. Alors, en exemple, au travail, ben, quand je reçois un salaire approprié et que j'ai certains avantages sociaux, ça vient répondre déjà à ce besoin primaire. On a ensuite un besoin social. Une fois qu'on a pu s'alimenter comme il faut et qu'on se sent en sécurité, on va rechercher naturellement à avoir des liens avec les autres, à entrer en relation avec les autres. Le travail est souvent une belle façon de répondre de manière générale à ça. Et c'est là où les besoins d'estime et les besoins de dépassement, d'actualisation vont rentrer en ligne de compte. Alors, il y a plusieurs années, juste de pouvoir avoir un travail, alors on était très reconnaissant puis on était prêt à faire n'importe quoi pour avoir un travail. Aujourd'hui, on est dans une société qui a grandement évolué et qui peut se permettre de choisir finalement le type de travail dans lequel j'ai envie d'œuvrer. Et c'est là où on va rencontrer beaucoup plus des besoins d'estime de soi et d'actualisation. De là, les problèmes de motivation. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous êtes familier avec le concept des 3 besoins primaires de base des employés? En fait, j'aurais pu rester ici. Les participants connaissent tout de même, oui. Excellent, excellent. Alors oui, il faut se familiariser avec ce concept-là si on veut pouvoir aller de l'avant, mieux comprendre comment mieux gérer nos employés. Alors, l'ancien colonel Eisenhower et 34e président des États-Unis a mis un peu une définition au leadership. Et il dit que c'est l'art de faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait, mais parce qu'il a envie de le faire. Donc, il a envie de réaliser cette tâche-là pour vous. Je crois que c'est très inspirant. Maintenant, comment on fait ça dans le concret? Bien, c'est un peu ce que je veux aborder avec vous. Donc, il y a 3 besoins primaires des employés qui sont celui d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Donc, ces 3 besoins que les employés ont de manière générale, dont vous et moi faisons partie également,
Comme je vous disais, on est dans un nouveau type de société où on a besoin de se démarquer, où est-ce qu'on a besoin de sentir qu'on a une valeur ajoutée. On a besoin de sentir pourquoi est-ce que je travaille et non pas je travaille parce que j'ai besoin d'un gagne-pain, peu importe lequel il est, en majeure partie. Donc, je vais élaborer un petit peu plus avec vous. Donc, les trois besoins, quels sont-ils? Le besoin d'autonomie. Bien, à quoi est-ce qu'on fait référence? D'abord, permettez-moi de vous lancer une autre petite question. Est-ce que vous avez un comité de santé et sécurité au sein de votre organisation? Puis je comprends qu'il y en a que ça peut être difficile à répondre. Des fois, il y a juste un représentant. Mais ici, on va vraiment parler d'un comité de santé et sécurité, même si on a quelques membres. Majorité répondent que oui, avec près de 75%. Oh, quand même. Oui, oui. Bien, bien. 26% exactement de non. Donc, quelques participants répondent que non. D'accord. Merci, Alpha. Donc, pourquoi je pose cette question-là en même temps, c'est que c'est une des belles façons de rendre autonomes ces équipes de travail. Alors, surtout en santé et sécurité, qui est vraiment impératif, surtout dans vos milieux de travail. Donc, c'est sûr que vous avez besoin de fixer les objectifs. Mais il faut laisser de la place aux employés pour trouver le moyen de répondre à ces objectifs-là. Alors, éviter un peu, sortir un peu des fois de notre zone de confort, sortir du contrôle, mais bien fixer les objectifs et leur laisser prendre de l'autonomie. J'aimerais vous suggérer quelques pistes à explorer que vous voyez. Donc, l'idée ici, c'est simplement de vous lancer des pistes, puis essayer de voir dans votre propre contexte, dans votre propre milieu, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça. Alors, ce n'est pas des one size fits all, mais ça vous donne au moins quelque chose à réfléchir. Donc, encourager les employés à soumettre des idées, des suggestions pour améliorer des pratiques, des façons de faire. Donc, une fois qu'eux se l'approprient, ils ont toujours plus envie de pouvoir s'engager dans la voie que vous souhaiteriez. Confier une tâche, un suivi, demander de rendre des comptes régulièrement cependant, mais accepter qu'il y aura peut-être une petite part d'erreur quand c'est possible là-dedans, quand on peut se le permettre. Demander aux employés pourquoi ils ont choisi d'emprunter telle ou telle voie, mais pour les aider à réorienter la démarche. Donc, avoir ces échanges-là régulièrement. Demander aux employés qui se démarquent de présenter ou de partager une belle approche, une bonne démarche, puis en faire profiter toute l'équipe. Donc, ça donne vraiment le sentiment, oh, bien, ça prouve qu'ils ont confiance en moi et que je suis capable. Lancer des objectifs à atteindre, puis les consulter pour savoir bien, comment on pourrait faire pour arriver à ça. Avant de regarder le besoin de compétences, donc je vous lance une autre question. Comment êtes-vous satisfait finalement du processus d'enquête d'accidents qui sont réalisés dans vos environnements de travail? Donc, est-ce que vous êtes satisfait du processus? Donc, tout le monde doit enquêter sur les accidents. Maintenant, est-ce que vous êtes satisfait de comment ça se passe? Nous avons près de 35% qui ne sont pas satisfaits du processus actuel lors d'enquête d'accident, suite à un accident. Okay. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont Marie-Claude, un beau processus les résultats place, sont assez mais on dirait qu'il manque des éléments pour que le processus soit plus fluide et que ça soit clair et compris par tous. Donc, ils ont besoin, les employés, de développer le sentiment de compétence. Alors, c'est ce qui va leur permettre de s'accomplir. Et c'est un processus qui est souvent complexe, entre autres, les enquêtes d'accidents, parce que ça vient un peu à l'opposé de ce qu'on leur demande de faire, par exemple, en entrepôt. Souvent, il y a des tâches routinières et l'enquête d'accident n'est pas routinier du tout. Alors, il y a des développements de compétences à aller chercher ici. Plus on va former nos employés de manière progressive, plus ils vont se sentir outillés et à l'aise de travailler et aimer travailler finalement. Je vous lance quelques pistes. Donc, mettre en place un système qui va encourager et stimuler la compétence.
Donc, il y a plusieurs possibilités. C'est un peu général parce que, comme je vous disais, ça ne peut pas convenir à tous, mais j'espère que ça va vous susciter des réflexions. Prévoir de l'enrichissement de tâches, surtout pour ceux qui ont juste des emplois routiniers. Alors, des fois, d'interchanger, d'intercaler avec d'autres, ça peut être intéressant. Donner des opportunités d'apprendre dans un domaine qui intéresse l'employé et qui profite à l'entreprise. Confier des projets ou une étape d'un projet. Parfois, un projet, ça peut être trop grand, mais une étape ou deux à certains employés qui ont le désir, puis des capacités démontrées. Offrir de la formation d'appoint, de développement continu. Mettre à contribution les compétences. Faire des équipes multidisciplinaires, interdisciplinaires. Donc, parfois, on a de la difficulté avec l'autre département. Donc, de créer des équipes multidisciplinaires à l'intérieur même avec nos gens sur le plancher, ça peut favoriser le développement des compétences, de comprendre aussi la dynamique des autres. Alors, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous éprouvez certaines difficultés à gérer des employés qu'on va qualifier d'employés difficiles? Donc, avez-vous des défis de ce côté-là? Avec 80% de personnes qui ont répondu oui. Oui, les difficultés sont rencontrées. Malheureusement, il y en a dans toutes les organisations Monte. et ce sont souvent ceux dont il faut s'occuper le plus parce que les autres ont souvent une plus grande autonomie, une facilité en tout cas d'autonomie. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Sachez qu'il y a quand même un fort pourcentage, un fort pourcentage, c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait exact. Il y a au moins un 10 à 20% des employés qui vont être des employés difficiles. Il y a des secteurs qui en présentent plus que d'autres, malheureusement. Et le besoin d'affiliation ne répond pas à tout ça. Par contre, oui, ça répond à un besoin. Alors, quand les employés se sentent en sécurité dans un endroit, sentent qu'ils peuvent avoir un échange, qu'il y a de la compassion au travail. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas tous devenir des psychologues à écouter tout le monde. Non, c'est pas ça. Par contre, quand on sait qu'on peut avoir l'empathie, une certaine compassion de la part des collègues, de la part des gestionnaires, pour comprendre que nos réalités sont devenues très différentes des années 20, des années 60 et même des années 80. Donc, ça va changer la dynamique et ça va permettre aux employés de se sentir partie intégrante finalement de l'équipe. Donc, je vous suggère quelques pistes, encore une fois, à explorer, permettre à certains employés donc, de réaliser des projets en commun. Donc, si vous les faites travailler sur des projets communs, ça va susciter, ça va rencontrer, c'est-à-dire le besoin d'affiliation et vous allez pouvoir atteindre plus facilement certains buts de cette façon-là. Organiser des rencontres d'échange, des sujets. Il y en a même qui savent rendre les pauses intéressantes et susciter différents sujets, même pendant les pauses, sur une base volontaire, évidemment. Créer des groupes Facebook ou autres types. Organiser des tableaux visuels ou virtuels pour afficher les progrès des tâches. Donc, tout le monde se sent partie de l'équipe de cette façon-là. Ça permet d'échanger les informations, de voir où est-ce qu'on est rendu, de réaliser les réalisations finalement, d'avoir des témoignages de gens, comment ils ont passé à travers certaines difficultés. C'est vraiment intéressant. Créer un sentiment donc d'appartenance en exerçant aussi un leadership de proximité. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être présent toute la journée à les surveiller, les contrôler. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils savent qu'ils ont un supérieur immédiat, un directeur qui est accessible, qui va demander des comptes au courant de la journée, qui va passer pour savoir comment ça se passe aujourd'hui, donc être un peu sur le terrain. Donc ça, c'est tout ce qui va favoriser le sentiment et le besoin d'affiliation. Ce que ça vous permet aussi, si quand on arrive à bien mettre en place plusieurs mécanismes comme
c'est que les employés qui sont en arrêt de maladie ou pour toutes sortes de raisons, donc vont avoir tendance à revenir beaucoup plus rapidement et vont revenir dans une atmosphère donc beaucoup plus sécurisante pour eux. Alors, tout le monde est gagnant de ce côté-là. Avez-vous le sentiment que le leadership en santé et sécurité est efficace au sein de votre organisation? Voilà mon autre question. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que le leadership en santé et sécurité est efficace? Proche de 40% répondent non. Alors souvent, oui, il y a tout un changement de mentalité et tout un changement à opérer pour y parvenir. Merci de votre franchise, sincèrement. Et pour les autres où ça fonctionne bien, vraiment, tant mieux. Je pense qu'on a toujours des petites choses qu'on peut améliorer, mais règle générale, je vous donne, je conclue un petit peu sur cette approche que je vous suggère. C'est-à-dire que en tant que leader, et c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir communiquer à tous les paliers de gestion, même jusqu'au chef d'équipe, alors plutôt que de diriger les employés puis leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, et je comprends qu'il y a un objectif ici de rencontrer là, les façons de faire. Cependant, on laisse moins d'initiative et moins de place au fait que chacun peut peut-être prendre une façon de le développer à sa façon à lui, à laquelle on n'aurait pas pensé parce qu'on ne l'a jamais fait. Donc, le fait de questionner sur comment ça se fait que tu as de la difficulté ici, comment ça se fait que ça, tu n'y arrives pas. Je pensais que tu avais reçu la formation, où est-ce que ça accroche? Avoir un franc questionnement, pas pour mettre l'employé en boîte, mais plutôt pour chercher des solutions et l'aider lui à regarder en lui-même qu'est-ce qui se passe. Et une fois qu'on a des réponses, on va chercher plutôt à lui donner de la rétroaction constructive. Ah, OK, je comprends. Ben vois-tu, ça, c'était bien fait. Maintenant, voici ce que tu peux améliorer. Ou, ah, je comprends que tu n'as peut-être pas reçu la formation comme je le pensais. On va te donner plus de formation. On va compléter avec ce qui te manque. Et je m'attends à ce que ça va s'améliorer. Une fois que l'employé, ben, on voit qu'il est sur la bonne ligne, il faut revenir lui dire bravo, faire de l'affirmation, lui donner une certaine reconnaissance qui marche dans la bonne voie. Et on revient dans ce triangle-là régulièrement pour rencontrer nos objectifs visés avec les employés et qui va bien servir à leurs besoins aux trois besoins primaires d'autonomie, compétence et affiliation. Parce que vous savez, en conclusion, tout le monde a besoin de trouver sa place dans l'organisation. Donc, il faut compter sur la disposition des employés pour faire un travail avec succès, peu importe le cadre de métier qu'ils ont, les cadres de métier, pardon, et il faut qu'ils puissent trouver une valeur, un sens à leur action et à leur relation au travail. Alors, je vous remercie. J'espère que ça va vous avoir donné un léger aperçu dans le temps qui nous est imparti. Un grand merci, Marie-Claude. Grand merci, Marie-Claude. Effectivement, merci pour ces pistes de solutions. Il est évident qu'on ne peut pas approcher tout dans le détail par rapport à chacun d'entre vous. Toutefois, on peut aider davantage à travers des séminaires d'une durée de 4 heures à 8 heures, dépendamment des sujets, et on aborde justement différents types de thèmes. On a vu tout à l'heure, on a parlé un petit peu des comités santé-sécurité. Alors, comment peut-on créer un bon comité santé-sécurité? On a vu que, je pense, près de 30% des entreprises qui participent aujourd'hui n'en avaient pas. C'est important que ces comités soient constitués de manière paritaire, avec du personnel de différents types de hiérarchie, enfin différents niveaux de hiérarchie, pour aller chercher les problèmes, je dirais, à la base, les problèmes sur le plancher,
quand on pose les bonnes questions aux personnes qui sont directement concernées, on pourrait être surpris d'avoir aussi parfois des réponses qui viennent avec, des solutions qui viennent avec. Donc, ce sont le genre d'idées qu'on peut apporter justement comment bâtir un comité santé-sécurité. On va voir aussi dans certains de nos séminaires comment faire une bonne enquête, analyser un accident, voir comment on archive en fait toutes les données par rapport aux accidents pour mieux les utiliser à l'avenir. Inspiré par son leadership en santé-sécurité, ça aussi c'est très important parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Marie-Claude, il suffit pas de donner un ordre aujourd'hui, il faut aussi essayer d'impliquer les gens, impliquer les employés pour qu'ils participent, et pour qu'ils arrivent par eux-mêmes à faire le travail et par eux-mêmes à prendre conscience des risques potentiels au sein de leur environnement de travail. Donc, susciter l'engagement et la collaboration, gestion des employés difficiles aussi. On a vu que c'était un grand défi aujourd'hui dans nos sociétés. On a parlé de diversité. Oui, ça aussi, ça reste aussi parfois une inconnue. Mieux comprendre l'autre, mieux accepter et pour mieux gérer finalement. Donc, ce sont toutes sortes de séminaires que l'on peut vous offrir. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas pu tout couvrir, mais je vous encourage vivement à contacter votre conseiller, Enrico Roselli, Kevin Poirier ou Andrew Barakat. Ils pourront organiser des rencontres individuelles avec Marie-Claude et on prendra le temps davantage d'analyser vos besoins, vos défis, vos contraintes et voir ce que l'on peut faire pour vous aider. Absolument. Alors, voilà pour aujourd'hui. On va prendre, je vois que nous avons plusieurs questions. Je vais afficher tout à l'heure, je pense que ça va être en haut à droite de votre écran, un petit document que vous pourrez télécharger où justement vous aurez l'opportunité de voir tous les thèmes que l'on peut aborder avec vous. Alors, on commence avec la première question. Nous parlons justement des comités santé-sécurité. Nous avons une personne qui dit « Nous sommes une moyenne entreprise et nous pensons mettre en place un comité santé-sécurité. On ne sait pas par où commencer. » Alors, oui, attends, c'est large. C'est large comme question. Alors, écoutez, je vais peut-être tenter de résumer ça au fait qu'il faut savoir premièrement, dans quel type d'organisation vous êtes. Donc, il y a ce que la CNESST a prévu, la loi en santé et sécurité, c'est-à-dire, donc, a 6 groupes, a divisé ça en 6 groupes prioritaires. Donc, dépendamment des types de groupes prioritaires, donc, certains doivent en avoir. À tout le moins, il faut au moins développer une politique. Il faut commencer par penser qui pourrait faire partie de ce comité-là et choisissez bien vos différents acteurs. Donc, il faut que ce soit un comité paritaire. Alors, si par exemple, vous voulez avoir et qui est quand même représentatif de votre organisation, donc, il faudra commencer par avoir des gens dans différents services, donc qui ne sont pas des employés tout dans le même service pour être plus représentatifs. Et vous voulez avoir des gens qui sont engagés en santé-sécurité, pas celui qui ne met jamais son casque, qui ne met jamais ses bouchons, qui enfreint les règles comme sans arrêt, évidemment. Et ça va prendre également donc le côté paritaire du côté employeur. Donc, idéalement, c'est d'avoir au moins un superviseur dans une branche et peut-être un directeur ou un membre de la direction pour avoir un équilibre. Et ensuite, il y a une panoplie d'outils qui peuvent être à votre disponibilité pour pouvoir commencer à regarder comment évaluer, comment pondérer tout ça, comment se rencontrer. Mais je vous dirais que ça serait la base, en quelques mots. Excellent. C'est un bon résumé, Marie-Claude. Merci. Justement, tu parles d'employés qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. On a la question d'un participant qui nous dit « Comment peut-on changer les mentalités et privilégier la prévention avec des travailleurs qui sont dans l'entreprise depuis plus de 10 ans et qui ont des habitudes de travail, puis dans ce cas-là, des mauvaises habitudes? » Oui, ça, c'est franchement le grand défi à peu près partout dans toute entreprise. J'ai presque envie de vous répondre que peut-être c'est pas tant sur celui-là qu'on va mettre tout notre accent.
Parce que si vous en avez seulement qu'un, par exemple, là, donc j'ai pas tout le contexte de la question, euh, il faut changer des mentalités, mais les mentalités vont devoir commencer à changer avec les personnes qui la comprennent, qui veulent se l'approprier, puis qui vont aller de l'avant, qui vont marcher dans cette direction-là. Alors, on va mettre plutôt beaucoup d'œufs dans notre panier là, de ce côté-là. Et celui qui cadre pas, ben, on va commencer par le reprendre tranquillement en lui disant, écoute, maintenant, ça, ce n'est plus acceptable, on ne va plus dans cette direction-là et on veut t'encourager à marcher avec nous dans cette direction-là, lui faire valoir c'est quoi les avantages aussi. Donc souvent, c'est qu'on manque de temps, puis on est plus direct et directif avec ces personnes-là. Il faut prendre des fois 5 minutes de plus et faire comprendre c'est quoi les avantages, pourquoi on va là, et le recadrer et s'attendre que vous allez devoir le recadrer assez régulièrement. Mais si vous avez une minorité, misez plutôt sur changer la majorité, ça va être plus facile et la minorité va suivre plus facilement en acceptant qu'il y en a toujours qui vont traîner de la patte. Alors, c'est drôle, on a une question qui rejoint pas mal ta réponse. On a un participant qui dit, voilà, parmi les employés, nous avons une personne qui génère souvent des conflits. Nous l'avons déjà rencontré, mais il se présente toujours en victime. Qu'est-ce que vous nous suggérez comme approche? OK. Alors, la personne qui a tendance à se victimiser, alors là, naturellement, je ne veux pas porter de jugement par rapport à cette personne-là que je ne connais pas et dont je n'ai pas tout le contexte, mais sachez que très souvent, les personnes qui ont cette approche-là, alors il faut essayer de se demander, est-ce que je suis face à un employé qui sera en difficulté en ce moment? Donc, habituellement, c'est un employé qui fonctionne bien ou correctement, là, qui donne une prestation de travail quand même acceptable, qui n'est pas généralement en conflit avec les autres et qui peut vivre une épreuve, qui peut vivre une difficulté, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et là, on est dans une certaine situation et il va falloir parler avec l'employé puis voir qu'est-ce qui ne va pas. On peut être face aussi à des employés qu'on appelle les employés difficiles. Alors, ce sont des employés qui ont juste toujours besoin qu'on remette le cadre. Ça va être incessant, malheureusement, et quand ils sont dans une tourmente, un mauvais moment, un changement, un stress, une difficulté, qu'elle soit à la maison ou au travail, donc ils vont avoir besoin qu'on leur rappelle les objectifs de travail. Pourquoi ils occupent ce poste-là, par exemple? Qu'est-ce qu'on veut rencontrer et corriger donc ce comportement-là. Quand on est face à une personnalité particulière qui font partie des employés difficiles, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Je ne pourrais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est quand même ça peut faire l'objet d'une formation d'une journée complète pour comprendre les motivations de ces gens-là. Mais sachez qu'il faut aller chercher les éléments stresseurs. Qu'est-ce qui les stresse? Une fois qu'ils vont l'avoir dit et qu'on démontre de la compassion avec eux et qu'on les aide à recadrer ensuite, c'est souvent un peu plus facile, mais c'est pas gagné d'avance. Je comprends. On a un commentaire de Jean qui nous dit, dans mon cas, la majorité croit que la compagnie leur doit tout. Ah oui! Alors, je sympathise grandement. C'est quelque chose que j'entends assez fréquemment et c'est là où est-ce qu'on est. C'est pour ça que j'expliquais avec la pyramide de Maslow, pour faire comprendre que dans notre société, on n'est plus seulement à l'argent. Donc, avant, les employés étaient prêts à faire beaucoup juste pour pouvoir gagner leur croûte, comme on disait. Et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est comme maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que tu peux me donner encore? Oui, effectivement. On arrive pas mal à la fin de notre temps. On va prendre une autre question. Pouvez-vous nous donner des exemples de mesures disciplinaires qui ne sont pas radicales et qui peuvent aider à redresser une situation? On voit que les situations de conflit sont assez présentes dans les questions. Oui, ça se retrouve, oui, effectivement, le conflit au travail, c'est assez vaste. Là, c'est sûr que je n'ai pas tout le contexte de la situation, mais certainement, je crois que c'est tout le temps une très bonne idée de commencer par s'asseoir avec un employé qui présente une difficulté quelconque et lui poser des questions. Alors, si vous vous rappelez de mon petit triangle du coach, dans le fond, qu'on devrait avoir une approche plus de coach,
Donc, avant de dire on arrive au congédiement, avant de dire on arrive à des mesures disciplinaires extraordinaires, on devrait toujours pouvoir réaliser cette approche-là en coaching. Alors, questionner l'employé sur qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont ses motivations, pour pouvoir donner de la rétroaction, recadrer, donner un peu la dimension à laquelle on s'attend. Et la moindrement que la personne va aller dans la direction souhaitée, c'est important de lui revenir et dire « Bravo, je viens de remarquer que tu as progressé de ce côté-là. » Et ça, c'est appréciable. Donc, on va toujours être un peu dans cette approche-là. Naturellement, quand on est dans le triangle et que la personne, on a de la difficulté à lui trouver de l'affirmation parce qu'elle ne va pas dans la direction, là, on va devoir entreprendre un processus disciplinaire plus rigoureux, mais il faut lui dire avant qu'on va entrer dans ce processus-là. Parfait, excellent, Marie-Claude, merci beaucoup. En haut à droite, j'ai affiché un petit fichier que vous allez pouvoir, d'ailleurs, je vois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà téléchargé. Vous allez avoir la majorité des séminaires que l'on peut mettre à votre disposition. Marie-Claude, on a Céline aussi qui nous dit qu'elle ne t'entendait pas très bien, mais qui était vraiment très intéressée pour, mais je pense que c'est la seule, étant donné les questions que j'ai pu avoir par la suite. Elle aurait souhaité avoir un peu plus d'informations sur comment constituer un comité santé-sécurité. Elle voulait avoir cette réponse. Peut-être ce qu'on peut suggérer, parce que c'est quand même assez vaste, c'est de proposer de restipuler son courriel dans le chat et à ce moment-là, on prendra le temps de la recontacter et de l'aider un peu plus en profondeur dans son questionnement. Alors, Céline, ça va me faire plaisir, mais c'est un peu, je vais avoir du mal à expliquer ça en 5 minutes. Donc, je pense que ça vaudrait la peine d'avoir un échange un petit peu plus élaboré, puis ça va me faire plaisir. Parfait. Puis les autres questions, on prendra le temps aussi, Marie-Claude, d'y répondre. Je vais afficher 2 questions pour terminer notre présentation. Donc, oui. La première, je te laisse la lire peut-être, Marie-Claude? Oui, certainement. Donc, simplement, on veut savoir est-ce que cette présentation vous a permis d'un petit peu mieux comprendre certains enjeux qui font partie de votre réalité en ce moment? Les réponses semblent très positives, effectivement, avec près de 94%, 95% de oui, Marie-Claude. Excellent, malgré le court temps. Donc, c'est ça, on veut tenter de vous soutenir, vous aider là-dedans. Et finalement, est-ce que cette présentation vous a permis de penser à des nouvelles pistes potentielles de solutions à explorer au sein de votre environnement de travail? Alors, on va laisser quelques secondes. Je comprends que des fois, ça peut prendre plus de temps aussi, mais est-ce que ça vous a donné au moins des pistes, des idées de solutions? Oui. À peu près 80% répondent oui, Marie-Claude. Quand même. Alors, écoutez, ça m'a fait plaisir. Merci de votre intérêt. Merci de votre participation également. Et c'était notre souhait de pouvoir vous soutenir dans ce court webinaire. Un grand merci à tout le monde. On s'excuse encore pour les petits inconvénients techniques du départ. Malgré l'organisation, la technologie offre toujours son lot de surprises. Un grand merci pour votre présence et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Au revoir. Merci, Marie-Claude. Au revoir.